Bonjour tout le monde, After OM, le dernier numéro tout chaud qui sort juste du studio, une demi-heure pour évoquer ensemble l'actualité du club marseillais. Elle a été marquée évidemment par les suites de la petite colère du président Longoria le week-end dernier après la défaite de l'OM 3-0 sur la pelouse de l'AJ Auxerre. On en parle aujourd'hui avec Rémi Dumont de la rédaction RMC Sport et Alexandre Jacquin, notre confrère du journal La Provence. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous, messieurs. Je le disais pour revenir sur une semaine. Alexandre, les semaines sont rarement calmes lorsqu'on suit l'actualité de l'OM, mais certaines sont encore moins calmes que d'autres. Hein. Celle-là, on l'avait pas vu venir. On pensait pas que sur un match qu'on pensait, je parle pas en termes sportifs, mais je parle en termes de suivi. On pensait pas que le Auxerre OM allait générer. On craignait plus ces incidents, d'ailleurs il y en a eu, mais on pensait pas que ça allait générer une tel scénario rocambolesque. Et alors celle-là, c'est vrai que celle-là, on l'avait pas vu venir. On sentait qu'il y avait de la tension quand même, mais on pensait pas que ça allait déraper à ce point. Et c'est sûr, quand on est suiveur de l'OM depuis des années, plus de 10 ans, on en a vu et on en a revu. Donc après, il n'y a plus rien qui nous étonne vraiment en fait dans ce club. Alexandre Jacquin, notre confrère donc de la Provence, qui a le cuir tanné, donc évidemment par les années d'actualité de l'OM. Mais c'est vrai que cette défaite 3-0, elle a surpris au plan sportif, mais on a moins parlé du sportif, en effet, que des coulisses, puisque Rémi, on va rappeler pour ceux qui étaient sur une autre planète la semaine dernière, cette semaine, ce qui a provoqué autant de folie médiatique autour de l'OM. Samedi 22 février, stade Abbé Deschamps, 63e minute de jeu entre Auxerre et Marseille. Les Auxerrois mènent alors 1-0. Cornelius, le défenseur de l'OM, tente une intervention défensive sur Traoré, mais va heurter dans son élan l'Auxerrois à la hanche. L'arbitre, Monsieur Stinat, lui adresse un second carton jaune après un premier adressé en première période. Cornelius est donc exclu. L'OM crie à l'injustice. Marseille finit le match à 10 contre 11 et surtout par une lourde défaite 3-0. Après le match, Pablo Longoria est furieux et déclare en zone mixte: C'était tout préparé. Ça, c'est de la pré-corruption. Vous pouvez dire, Pablo Longoria l'a dit, ça, c'est de la pré-corruption. C'était tout orienté, depuis le carton à Valerdi. Tout orienté pour ce match. Tout orienté. Alors on précise que le président marseillais s'exprime alors pas devant un micro identifié. À chaud. Voilà, c'est à chaud. En zone mixte. Et ce sont les micros des médias qui traînent un petit peu et qui captent évidemment la séquence. C'est la folie qui s'ensuit. Le président délégué marseillais qui a rapidement rétro-pédalé quand même. Hein. Ouais, 2 jours plus tard, le lundi 24 février, via l'AFP, le président de l'OM revient sur ses propos du week-end et déclare qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français. Mercredi 26 février, 2 jours plus tard, donc Longoria est convoqué par la commission de discipline de la LFP et écope d'une sanction de 15 matchs fermes de suspension avec effet immédiat. Il est interdit de toute fonction officielle et d'accès aux bancs de touche, aux vestiaires des joueurs et des officiels, au terrain, au tunnel et à l'ensemble des couloirs menant à ces zones. Sa suspension prendra fin la saison prochaine à l'occasion de la 5e journée de championnat aux alentours du 20 septembre. Reste à connaître le calendrier et connaître l'adversaire donc ce soir-là de l'OM. Avant de revenir sur le fond, on en a évidemment parlé à Paris, à Marseille, dans toute la France et même un petit peu au-delà des frontières. Alexandre, est-ce que toi, au moment où tu as connaissance des propos de Longoria, ta soirée se transforme? Raconte-nous un petit peu comment tu les as reçus. Disons que là, à ce moment-là, je me dis, il aurait dû être retenu. Enfin, vous voyez, il aurait dû avoir des membres de l'encadrement de l'OM autour de lui qui auraient dû le calmer, qui auraient dû lui dire, Pablo, tu vas trop loin. Parce que même il le sait aujourd'hui qu'il est allé beaucoup trop loin, il sait qu'il a commis une erreur, il sait qu'il a pété un plomb. Mais c'est le fruit de plusieurs semaines de frustration, de injustice, d'erreurs, parce qu'il y a eu quand même des erreurs, mais l'erreur est humaine. Et le hic, c'est que Pablo Longoria disjoncte sur un match où les erreurs ne sont pas manifestes et sont pas, franchement, il y a un vrai débat. Moi, je suis désolé, mais pour moi, il n'y a pas pénalty. Et pour moi, l'expulsion de Cornelius, enfin, le second carton jaune de Cornelius, il n'y a rien de scandaleux. Voilà, il y a rien de scandaleux. Et je pense aujourd'hui que dans le club, tout le monde dit que, oui, c'est vrai que finalement, tout le monde s'est excité pour rien. Le problème, c'est que le timing est
cataclysmique. Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas que l'OM qui a de quoi se sentir lésé par l'arbitrage cette saison. On en a vu d'autres des erreurs. Les erreurs sont humaines. On pense que le RC Lens aussi a de quoi se sentir lésé. Il y a d'autres clubs aussi en Ligue 1 qui peuvent avoir de quoi râler. Et le timing du pétage de plomb de Longoria est au-delà sur le fond évidemment. Tout est condamnable, mais le timing est absolument pas bon parce que ce soir-là à Auxerre, l'OM fait un match catastrophique aussi, quoi, comme au match aller. Et puis bon, on a l'impression presque que on oublie ce match-là, mais l'OM ne méritait absolument pas le match nul, quoi. Je veux dire, l'expulsion de Cornelius, elle a pas, le second carton jaune, il est pas scandaleux. Pour moi, il n'y a pas pénalty en première période. Donc voilà, il y a tout un. C'est la soirée cauchemardesque de A à Z pour l'OM. Et c'est vrai que nous, on avait notre envoyé spécial, nos envoyés spéciaux sur place. On en avait un qui était justement à côté de Pablo en zone mixte quand il a continué à disjoncter. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est il y aura forcément un avant et un après. Il y aura des sanctions, même si, comme je le disais, la sanction... en France, pour les dirigeants, elle est un peu symbolique quand même, parce qu'ils sont quand même au stade, ils sont quand même en tribune. Oui. Après, le problème qui se pose pour Longoria, c'est qu'il est quand même de la LFP, et quand on est au conseil d'administration de la LFP, qu'on essaie de peser justement dans les décisions du championnat du football français, on peut pas se permettre de dire que c'est un championnat de merde. Forcément, ça aura des répercussions pour la suite, mais il le sait. Il le sait évidemment, et c'est pour ça qu'il a évidemment rapidement aussi sorti l'extincteur. Alexandre, sans rentrer dans les détails, parce que Rémi va nous les compiler dans un instant, est-ce que malgré la gravité, l'outrance des propos de Pablo Longoria, est-ce que il reflète un sentiment partagé à Marseille par les supporters de l'OM au sujet de la façon dont l'OM est arbitré? Tu as rappelé qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir le penser, mais est-ce que c'est un sentiment général? Mais il y a un sentiment, il y a un vrai sentiment d'injustice. Il y avait, comme chaque année, comme dans tout club, c'est pas du clubisme, mais tout club s'estime un peu lésé par des décisions d'arbitre. Par contre, il y a un vrai sentiment d'injustice depuis la sanction prononcée contre Mehdi Benatia après OM Lille. Quand il y a eu ce mini incident, c'est même pas un incident, Lille en Coupe de France, et qui prend 3 mois de suspension, quand Olivier Létang, lui, n'en prend un, et qui a une attitude un peu plus virulente. Ouais. Et là, c'est vrai que, un peu plus véhémente. C'est vrai que ce soir-là, sur ça, il y a un vrai sentiment une frustration de se dire, mais l'OM n'est pas jugé comme les autres, et là, Mehdi Benatia est pas jugé comme les autres. Il y a eu quelques erreurs dans la saison, mais après... On dit toujours ça s'équilibre à la fin. Les supporters, ils supportent plus. À Marseille, les supporters, ils veulent plus entendre cette phrase. Ils disent que c'est pas normal. Puis après, il y a aussi ce truc qu'à Marseille, on essaie toujours de cultiver. C'est Marseille contre le reste du monde. On nous en veut. Il y a un sentiment de paranoïa qui est diffusé parfois. Alors c'est même pas que cette saison. Ça arrive souvent. À l'époque de José Anigo, c'était tout le temps ça. C'était la paranoïa. C'était on nous en veut. On veut pas qu'on réussisse. On est Marseille. Tout le monde est contre nous. Il faut pas non plus exagérer. Voilà, c'est l'exagération marseillaise. Là, je trouve, sur ce match-là, ça s'est vraiment vu. Et je vais le défendre là, et je trouve que ce pauvre Pablo Longoria, il faut pas oublier que c'est un président jeune. Il a que 38 ans. Il a une énorme expérience du football, il a une énorme expérience des transferts, du mercato, des coulisses. Mais par contre, il y a une pression monumentale à Marseille. On n'est pas président de l'OM comme on est président de Reims ou sans manquer de respect à ces clubs-là. Il y a une pression monumentale et il faut pas oublier qu'il a que 38 ans et qu'il n'a pas l'expérience non plus il va l'acquérir, parce que je pense que ce sera un solide dirigeant du football mondial dans quelques années. Mais il est encore jeune, et il a disjoncté, comme ça peut arriver à tout le monde, conditionné aussi par le fait que les supporters se sentent lésés. Dans le club, tout le monde se dit lésé. Les gens vont lui montrer les images autour de lui. Ils disent regarde Pablo. Mais à un moment, pour moi, je suis désolé, les images, on les voit nous aussi. Imaginons que c'est Greenwood qui prend le coup de Cornelius. Ah oui, c'est involontaire, mais s'il lui brise les reins, c'est déjà arrivé dans le football, ça. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Oui, il n'y a pas scandale sur cette expulsion, quoi. Voilà, mais un président supporter, un président passionné à l'image évidemment de ses supporters, un président qu'on avait senti déjà très agité dans les tribunes durant la rencontre. Rémi, quelles sont les décisions arbitrales sur le terrain dont l'OM est fondé à se plaindre cette saison? Alors il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Deuxième journée, Marseille-Reims 2-2 au final, un pénalty non sifflé sur
Amin Harit pris dans la surface en sandwich par deux défenseurs. 4e journée Marseille-Nice, victoire 2-0 de Marseille, mais expulsion de Cornelius pour un deuxième carton jaune pour du gain de temps. 9e journée Marseille-Paris, victoire 3-0 de Paris, carton rouge pour Amin Harit dans un choc avec Marquinhos, mais Amin Harit explique ne pas voir arriver Marquinhos. Il y a aussi eu le Marseille-Lille en championnat avec une faute dans la surface de Gudmundsson sur Pierre-Emile Højbjerg. Il y a aussi eu la main sifflée de Murillo lors de Rennes-Marseille et ce sera un penalty du coup accordé à Rennes. Et puis il y a surtout eu le 6e tour de Coupe de France avec le match, la défaite, l'élimination de Marseille au tir au but, mais surtout un fait de jeu dans le match, c'est le contact entre Jonathan Rove et Alexandro non sifflé et évidemment le carton rouge de Mehdi Benassia lorsqu'il parle avec Jérémy Stinat, 4e arbitre à ce moment-là de la rencontre. Évidemment, alors bon, lorsque on les accumule, ça peut faire beaucoup. Alexandre rappelait que tous les clubs évidemment ne retiennent que les décisions qui vont contre leurs intérêts. Alexandre, Rémi, je vous pose la question. Le carton rouge de Harit, il y a un effet de loupe parce que c'était le classico. Il est symptomatique, j'ai envie de dire, d'un débat qui est impossible à trancher. On est parisien, on voit la marque du crampon sur Marquinhos, on est scandalisé. Et à l'inverse, on est Marseillais, on a envie de défendre Harit. Bon, ça reste de l'interprétation. À un moment donné, ce débat, il est impossible à tenir. Nous, dans les rédactions, on est obligé de le faire, mais on compile, mais finalement, c'est insoluble. Moi, je te dirais que c'est un cercle vicieux, parce qu'en fait, plus il y a un effet grossissant sur le match, comme tu disais pour le classique entre Marseillais et Paris, plus en fait, ça met de la pression sur les arbitres, un climat de tension qui fait que chaque interprétation de l'arbitre va être justement interprétée de plusieurs façons. Et donc, du coup, ça met pas en confiance l'arbitre, ça met sous tension les joueurs, les supporters, les dirigeants. Donc forcément, derrière, pour ressortir de cette situation-là, c'est compliqué. Moi, après, il y a un truc qui se passe aussi à Marseille, c'est que pour moi, le carton rouge pour Harit, il n'y est pas. Mais est-ce que ce fait de jeu-là change le cours du match ? Voilà, parce qu'en fait, à la fin des matchs, on a des supporters qui vont nous parler que de l'arbitrage. Mais excusez-moi, mais on a le droit de perdre des matchs aussi dans le football, quoi. Et en fait, sur ce soir-là, sur cette expulsion de Harit, ça change pas le cours du match. Ouais. Le PSG est largement supérieur. Le PSG a mérité sa victoire. On peut être supporter de l'OM, on peut être suiveur de l'OM comme moi. Il faut se rendre à l'évidence aussi quand l'OM passe à côté et quand l'OM n'est pas au niveau. Donc on va pas chercher. Le problème, c'est toujours d'aller chercher une excuse. Sur on a perdu 2 points parce que l'arbitre, on a à la fin on est finalement pas qualifié en Ligue des Champions parce que l'arbitre. Non, enfin oui, de temps en temps il y a des erreurs évidemment, mais quand même faut pas non plus tomber dans l'excès et le souci c'est qu'à Marseille on tombe trop souvent dans l'excès. Non Alexandre, non, je peux pas te laisser dire ça. Non mais étant Marseillais, ayant 43 ans ayant vécu toute ma vie à Marseille, je peux le dire, on tombe trop souvent dans l'excès. Et Pablo Longoria, il s'est laissé griser par ça aussi, par cette ferveur, par cette passion. Et là, il est tombé là, on a vu ses excès à lui. C'est-à-dire qu'il a disjoncté, il a pété, il est devenu incontrôlable, alors que ça reflète pas sa personnalité habituelle. Ouais. J'imagine que sur les terrasses des cafés, il a dû continuer à marquer des points, non, chez les habitants marseillais. On imagine que ça peut que à Marseille, en tout cas, améliorer sa cote de popularité, non ? C'est un des nôtres, j'ai envie de dire. Oui, il y a 2 lectures. Il y a la lecture de ceux qui iront jusqu'au bout et qui quoi qu'il advienne, même si l'OM est un jour avantagé par erreur, qui est là aussi humaine, diront que l'arbitre n'est pas avec eux. Ceux-là, ils se disent que Pablo, c'est encore, il a déjà une cote d'amour assez exceptionnelle à Marseille, et là pour ceux-là, c'est carrément devenu un héros. Puis à ceux qui se disent il faut pas non plus aller trop loin, et ça commence à faire beaucoup pour l'image de l'OM. Ouais. Mais par contre, ça remet pas en cause la popularité, la sympathie que les supporters ont pour lui. C'est-à-dire que lui, il est adulé à Marseille quand même. Tout le monde l'aime bien, et tout le monde l'excuse là. Faut être clair, mais tout le monde l'excuse. Et d'ailleurs, je trouve que même quand on voit les débats chez les consultants, il y a quand même ce truc de se dire, il fait du bon boulot à Marseille.
il fait du bon boulot, même si le club n'est pas stable, mais il fait quand même du bon boulot, il ramène des bons entraîneurs, de bons joueurs. Évidemment, tous les 6 mois, tous les 1 an, il y a du changement, c'est sûr, mais il fait quand même du bon boulot, et personne n'oublie ça. C'est sûr que si si Jacques-Henri Hérault avait pété les plombs comme ça, tout le monde aurait dit, mais il nous ridiculise, lui, qu'est-ce que c'est? Ouais. Là, on a un Alex, président qui fait du bon boulot, oui. Ouais, excuse-moi, je me permets, mais est-ce qu'il n'y a pas en fait un sentiment d'identification des supporters envers Pablo Longoria plus qu'envers les joueurs? Parce que comme tu le disais, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, qui repartent. Longoria, lui, c'est lui qui est là depuis plus longtemps, limite dans l'effectif. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là, ce côté-là aussi identitaire qui fait que Pablo, c'est Marseille. La star à Marseille, c'est Longoria en ce moment. Enfin, ça fait 4 ans qu'il est là. Il y a des joueurs exceptionnels qui sont passés. Alexis Sanchez, des entraîneurs exceptionnels. Sampaoli, De Zerbi, c'est aussi un entraîneur exceptionnel. Mais quand même, la star, celui dont tout le monde parle à Marseille, chez les supporters, ça reste Pablo Longoria, parce qu'il y a toujours cette frénésie qui fait dire aux supporters, au moment où va arriver le mercato, qu'est-ce qui va encore nous sortir comme surprise. On le voit même maintenant avec Gouiri et Benasser. Tout le monde s'est dit, oh là là, mais il n'y aura rien au mercato d'hiver. Et il y a un engouement sur Gouiri et Benasser. Bon, il y a aussi Benatia au milieu, disons qu'on sait qu'il est capable de tout sur le mercato, d'aller chercher des joueurs assez exceptionnels. Et c'est pour ça, Rabiot, on l'a vu évidemment, c'est pour ça qu'il bénéficie de cette cote de popularité immense. Et je vais dire, je vais être un peu chauvin, je vais dire mérité. Donc en fait, cet écart-là, tout le monde lui pardonne à Marseille. Et est-ce que tu n'es pas en train de dire qu'à Marseille, il y a la bonne mère, et puis le bon père, c'est Pablo Longoria du coup? Non, mais là aussi pareil, je parle d'excès, j'exagère peut-être un petit peu, mais il est quand même, enfin, je veux dire, si demain Franck McCourt décidait de se séparer de Pablo Longoria, les supporters crieraient au scandale. Voilà, ils diraient, mais pourquoi? Bon, à moins que derrière il y a autre chose, mais ils diraient, mais pourquoi il mérite pas ça? Un peu comme à l'époque quand Pape Diouf était parti. Je compare pas les deux, parce que Pape Diouf n'aurait jamais pété un cap comme ça, mais alors pas du tout. Mais disons qu'il a une cote de popularité, Pablo, à Marseille. La star de l'OM à l'heure actuelle, c'est Pablo Longoria. C'est la phrase qu'on va retenir. Elle est assez évocatrice, en effet, du travail accompli par le président, le jeune, tu le rappelais, président espagnol de l'OM. Messieurs, je vous pose la question parce que évidemment, tout est déjà pardonné pour ceux qui auraient pu lui en vouloir. Il est adulé plus que jamais. Est-ce que, à l'inverse, c'est pareil, on s'est posé la question toute la semaine. Cette sortie de Longoria, elle peut avoir des conséquences négatives sur la saison de l'OM. Moi, je pense pas. Je sais pas ce que tu en penses, Alex, mais je pense pas, dans le sens où justement, quand tu écoutes Alex, tu te dis qu'il est déjà pardonné et que quelque part on va passer à autre chose. Et puis c'est surtout, ça va renforcer, je pense, l'union sacrée autour de l'OM, en tout cas des supporters avec les joueurs et les dirigeants. Et puis juste une petite stat comme ça, mais cette saison, toute compétition confondue, Marseille, c'est 6 défaites et jamais 2 d'affilée. Donc c'est-à-dire que quand Marseille perd, derrière, soit ils font match nul, soit ils gagnent. Donc c'est de bonne augure pour Nantes, mais voilà, Marseille a toujours su se relever de défaites ou on va dire de matchs très zoulous. On va parler de la suite évidemment et du calendrier qui attend l'OM et ce match face à Nantes. Alexandre, tu es d'accord évidemment? Bon, finalement. Je suis d'accord. Le seul bémol que je vais trouver, c'est que voilà, il faut. Enfin, moi, je suis journaliste, mais je pense que ce serait pas inintelligent que l'OM fasse un petit appel aux supporters et un appel au calme, parce que le problème, c'est que si dans les prochaines semaines, alors heureusement qu'il n'y a pas un OM PSG, que c'est plutôt un PSG OM qui arrive, mais si dans les prochaines semaines, on ne sait pas, si par malheur, on en a vu plein dans les stades, si par malheur un arbitre de touche par exemple est touché par un projectile au Vélodrome, alors là je vous dis pas le cataclysme. Je veux dire, c'est quelque chose qui malheureusement est déjà arrivé. Bouteille, on a vu sur Dimitri Payet, on a vu d'autres. Là, c'est un cataclysme. Et là, tout le monde va dire, mais c'est la faute des dirigeants parce qu'ils ont excité tout le monde. Donc c'est pour ça que je pense que les supporters doivent se montrer raisonnable. À un moment donné, là, il faut que, je pense que dans le club, c'est tout le monde se dit ça. Ils se disent maintenant, plus personne va pouvoir parler de l'arbitrage, vu que De Zerbi cet après-midi justement a dit c'est terminé. Moi, je parle plus d'arbitrage. Donc plus personne ne va parler d'arbitrage. Il faut une union sacrée entre tout le monde, pour plus qu'il y ait d'incidents, pour plus qu'il y ait de dérapages. Se dire que s'il y a une grosse erreur, malheureusement, cette fois, plus personne ne pourra parler, quoi. Ouais, c'est juste que voilà, tous les jokers sont grillés. Avec cet incident-là, a fait griller tous les jokers. Alors justement, là où ils auraient pu poser, c'est terminé. Là, ils peuvent plus rien dire. Évidemment. Roberto De Zerbi était en conférence de presse ce vendredi,
en prélude de la rencontre face à Nantes, qui va clôturer dimanche soir la 24e journée de Ligue 1. Je vous cite l'entraîneur italien. La suspension de Longoria. Je suis toujours proche des personnes de ma famille. Ils font partie de ma famille, comme mes joueurs et toutes les personnes de ce club. C'est la dernière fois que je veux parler des arbitres jusqu'à la fin de mon aventure à l'OM. Il dit même pas la saison. Bon, on verra s'il peut tenir sa parole. Des menaces ont été faites à l'arbitre, ses pneus ont été crevés, j'en suis désolé, j'exprime toute ma solidarité à ses proches. Tout ce que j'ai dit après le match, je le confirme, je crois en la bonne foi des arbitres. Mais selon moi, précise-t-il, l'arbitrage n'a pas été serein, il y a eu des erreurs éclatantes, on n'a pas perdu à cause de lui, mais son rôle a été déterminant. Bon, il souffle le chaud et le froid quand même, notre ami De Zerbi, c'est pareil, c'est une déclaration qui peut... qui veut tout et rien dire, parce que bon, on n'a pas perdu à cause de lui, mais son rôle a été déterminant. S'il est déterminant, c'est qu'il a décidé du sort de la rencontre. C'est bizarre. Je pense que Roberto De Zerbi veut clore le sujet en disant vraiment le fond de sa pensée, et en même temps en essayant de clore à la fois le sujet pour passer à autre chose. Parce que comme il le dit, en fait, pour lui, s'il y a des erreurs d'arbitrage, donc il remet une couche sur l'arbitrage justement, mais après il dit bon, allez, c'est terminé, soutien à sa famille. Ce qu'on espère tous, c'est que évidemment tout le reste de la saison se passe bien et qu'il n'y ait plus aucun incident envers les arbitres pour qui m'a beaucoup plus détendu. Mais c'est le caractère qui parle, c'est l'ego peut-être. Parce que finalement, c'est sûr que Pablo Longoria, il a pris la lumière médiatique, mais il ne faut pas oublier la réaction de Roberto De Zerbi sur le banc de touche sur le carton rouge de Cornelius. Alexandre, difficile quand même de soutenir Longoria tout en reconnaissant que les propos sont inacceptables. C'est un exercice d'équilibrisme. Oui, après c'est pas évident pour eux de communiquer aussi là maintenant. Là, en fait, toute déclaration sur l'arbitrage peut être interprétée de toutes les manières, donc de toutes les façons qu'il soit, négativement, de manière négative, de manière positive. Après bon, il y a eu aussi un fait ce soir-là, c'est que l'OM fait parler Ravanelli. Ravanelli aurait pu un peu apaiser peut-être. Il en a remis une couche. Et bon, après, est-ce que Ravanelli est le mieux placé pour parler d'arbitrage? C'est pas. Il y a débat. Je veux dire, il y a débat aussi, cher confrère. Non, mais voilà, il y a débat aussi. Donc bon, voilà, c'est un petit clin d'œil, pour l'époque avec Rabé Sandratana. Mais bon, maintenant, tous les dirigeants, tout le monde, de Zerbi, tous les joueurs auraient tout intérêt à se taire sur l'arbitrage jusqu'à la fin de saison. Après, en fin de saison, ils pourraient faire une interview, ils peuvent dire bon, ok, voilà, on a perdu des points parce que ceci, parce que cela, et refaire un vrai bilan. Mais là, dans le feu de l'action, on n'est pas dans la dernière ligne droite encore, mais quand même, il reste 3 mois. Ils ont tout intérêt à prôner une union sacrée sur ce sujet, à ne plus parler et à jouer, quoi. Et à jouer aussi, parce que l'OM n'a pas joué à Auxerre. L'OM, contre un bloc bas qui attend et qui procède par contre, l'OM n'y arrive pas. Merci pour la passe décisive, puisque Geoffrey Kondogbia était en conférence de presse également ce vendredi. Il sera titulaire en défense. De Zerbi l'a annoncé donc face à Nantes. Bon, il a apporté sa sagesse un petit peu à ce débat pour tenter de l'apaiser. Quand tu perds de cette manière, tu es responsable de cette défaite, dit-il. La manière est un peu critique pour nous, c'est insuffisant, il faut se concentrer sur ce qu'il reste. Bon, il a appelé également nous autres médias à la modération. C'est vrai qu'on en a beaucoup fait durant toute la semaine après la rencontre. Chacun fait son job, mais vous aussi, a-t-il dit en conférence de presse, dans cette salle, il faut avoir un rôle d'apaisement, c'est un climat qu'il faut essayer d'apaiser avec l'aide de tout le monde. Voilà, bon, une façon de se tourner vers le jeu. Je te vois hocher de la tête. Ça va être de notre faute, mais non, mais après, évidemment, il a un discours à faire passer et ça fait partie du jeu aussi. Il utilise tous les ressorts pour essayer de faire redescendre la pression et évidemment, il explique aux médias qu'il faut peut-être passer aussi à autre chose de notre côté. Ce qu'on peut comprendre, certes, mais on est obligé de traiter l'actualité. Et l'actualité de cette semaine en Ligue 1, je suis désolé, mais c'était cette histoire. Ah, ça a marqué en effet l'actualité, comme tu dis, et ça a pris le pas sur le terrain auquel on va revenir dans un instant pour se projeter sur cette rencontre face à Nantes, avant justement pour faire la passerelle, le pont. Messieurs, on souhaite bien du courage à Stéphanie Frappart qui va officier lors de ce Olympique de Marseille FC Nantes dimanche soir au Vélodrome. Ce dont on peut d'ores et déjà convenir, messieurs, c'est que ça va être compliqué de siffler contre l'OM en cas de doute au Vélodrome, tout du moins jusqu'à la fin de saison. Je sais pas. Moi, je sais pas. Si on dit que ça va être compliqué de siffler au Vélodrome contre l'OM, plus que d'habitude.
c'est déjà compliqué au Vélodrome. Non, mais c'est pour ça que je te pose la question de cette façon. Ouais. Non, mais je veux dire, je pense que si on dit ça, c'est mettre en cause l'intégrité intellectuelle et morale des arbitres. Et moi, je crois que, en fait, mon avis personnel, c'est que le niveau de l'arbitrage en France, il est plutôt moyen. Voilà, il est pas. Non, mais voilà. Je pense que il est moyen. Il faut pas non plus. Il y a de bons arbitres, mais. Les moyens. Mais par contre, dire qu'il y a de la corruption sur les arbitres, enfin même Pablo Longoria était le premier à dire qu'il avait raconté n'importe quoi, mais voilà. Non, mais bien entendu, mais c'est une façon de dire, est-ce que le mal n'est pas déjà fait finalement, tu sais, une foule qui est rassemblée, elle va avoir tendance à siffler l'arbitre, quel que soit son nom, tu sais, à l'annonce du speaker, il va y avoir un travail peut-être de pédagogie. Franchement, en 15 ans de suivi de l'OM, en 43 ans, le journaliste, je n'ai jamais vu un arbitre applaudir. Enfin, l'arbitre il est sifflé par, c'est normal. Enfin, c'est la vie quoi. Non, mais c'est la vie d'un arbitre au Vélodrome, mais dans tous les stades de France en plus. Donc c'est, je pense que les arbitres, enfin, en plus je pense que le choix de Stéphanie Frappart est un bon choix. Donc ouais, Enfin, c'est le Vélodrome, quoi. C'est comme ça. C'est comme quand on joue à Galatasaray, c'est pareil. Enfin, voilà, les arbitres savent très bien où ils mettent les pieds. Ouais. Alex, j'ai envie de penser positif. Et pourquoi ne pas se dire que, vu toute la tension qu'il y a eu, maintenant arbitrer au Vélodrome, quelque part, c'est une preuve justement de reconnaissance pour un arbitre. Ce que tu disais avec Stéphanie Frappart, voilà, ça, c'est plutôt aussi un bon choix. Mais c'est aussi une façon de toujours plus progresser avec l'ambiance, la tension qui peut régner, et puis surtout l'attente. Parce que là, on va pas se mentir, mais dimanche soir, le joueur, enfin la personne sur le terrain qui sera la plus observée, c'est Stéphanie Frappart. Bien sûr. Non, mais bien sûr, pour eux, pour les arbitres, c'est un vrai test d'arbitrer au Vélodrome. Et là, pour elle, c'est comme si elle arbitrait un classico. Hein. Parce que ce match-là, qui était un match lambda entre guillemets de la saison, est devenu un match où tout le monde, enfin, tous les caméras vont regarder comment ça se passe avec l'arbitre, comment ça se passe avant le match. Est-ce qu'il y a des banderoles pour Pablo Longoria? Est-ce que l'arbitre va être sifflé? Est-ce qu'il n'y a pas un incident? Est-ce qu'elle va faire une erreur, pas une erreur? Est-ce que la VAR va intervenir, pas intervenir? Parce que ça aussi, il y a un débat sur les interventions de la VAR, mais ça, c'est depuis que ça a été créé. Voilà, donc c'est sûr que pour elle, enfin, je dirais même, je pense que c'est une chance pour elle. Si elle fait un bon match, c'est une exposition, c'est sûr. Voilà. C'est une exposition et c'est une exposition de laquelle elle peut sortir encore plus grandie, quoi. Donc je vois pas. Je pense que c'est un beau choix. Après, si je dis que c'est un beau choix aujourd'hui et qu'elle fait un mauvais match dimanche soir, les supporters diront qu'il racontait n'importe quoi, lui. Mais bon. Je pense que c'était le meilleur choix sur ce match-là. Elle sera, en tout cas, et sa prestation sera évidemment, par la force des choses, très observée, peut-être encore plus que d'habitude. Olympique de Marseille, FC Nantes, c'est donc l'affiche qui clôture cette 24e journée de Ligue 1, dimanche soir. Je le disais, Kondogbia en défense centrale, Luis Felipe toujours pas prêt. Le FC Nantes qui s'est bien repris, victoire 3-1 face à Lens le week-end dernier, après en avoir pris 7 contre Monaco. Rémi le rappelait tout à l'heure, hein, l'OM a prouvé qu'il savait réagir après une contre-performance cette saison. Bon, place au foot, mon cher Alexandre. Oui, place au foot, mais l'OM a surtout un objectif, c'est la qualification en Ligue des Champions. Il faudrait pas, ce match à Auxerre, c'est 0 points. Et c'est mérité. Et il faudrait pas faire un nouveau faux pas, parce qu'il y avait un enchaînement de matchs là qui semblait abordable, mais arrive Lens, arrive le PSG. Donc après, ça peut derrière, ça revient. Et il faut savoir quand même, il faut rappeler, bon, tout le monde le rappelle tous les ans, mais que la qualification pour la Ligue des Champions, dans l'état actuel de l'OM, elle est vitale. L'objectif, il est là, c'est qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Donc c'est pour ça, il est temps d'arrêter de tourner la page de ce débat, les arbitres, l'OM, c'est frustration, injustice, ok, mais là maintenant il faut prendre les points et il faut aller chercher la qualification, et une fois que la qualification aura été acquise, ils pourront toujours reparler, faire un bilan de la saison au niveau traitement arbitral. Ouais, et puis juste rappeler, comme tu disais Alex sur le sportif, hein, Paris c'est premier 59 points, deuxième Marseille 46 points, mais surtout Nice
troisième, Ouais, 43 points. Donc à 3 points de l'OM. Donc faire attention parce que les 6 points qu'il y avait d'avance avant Auxerre, ils sont perdus. Oui. Donc le matelas est moins épais maintenant. Nice qui marche fort en ce moment, en effet, et qui est le troisième larron depuis la semaine dernière. Alexandre, avant de te libérer, la bonne nouvelle pour De Zerbi, c'est que au moment où Greenwood marque un petit peu le pas, on a un certain Amine Gouiri qui prend la lumière, adaptation express, rapide, réussie, appelons ça comme on veut. J'imagine qu'on parle beaucoup de lui aussi sur les terrains à Marseille. Il a un bon profil sportif déjà. C'est vrai que après, je dois avouer que moi, quand j'apprends que l'OM est sur Gouiri, je suis un peu pas sceptique, mais je me dis bon, il reste. Non, si, je me dis non. Franchement, je me dis c'est un super joueur de Ligue 1, 24 ans. Il a un énorme potentiel. Il ne l'exprimait plus vraiment, mais que par à coup, on se dit qu'à l'OM il peut exploser. Voilà. Mais je me dis c'est pas vraiment le neuf qu'on attend. Mais au final, quand on voit comment ça joue avec De Zerbi et tout, il est là, il est présent. À Marseille, il y a un énorme engouement autour de lui et de Benasser parce qu'il y a une grosse communauté algérienne à Marseille aussi. Ouais. Et voilà, donc c'était un bon choix. On fera le bilan aussi pareil en fin de saison, mais pour l'instant, les deux là, c'est Benasser, Gouiri, c'est deux bons choix de mercato de Benatia et Longoria au mois de janvier, parce que ce sont deux joueurs qui apportent sportivement, qui apportent aussi dans l'engouement, qui apportent dans la passion, et qui sur le terrain sont au rendez-vous. Après, on verra dans les semaines qui arrivent. Mais Gouiri, effectivement, il a pris la place de titulaire très rapidement, et on voit qu'il est présent, qu'il est au rendez-vous, qu'il fait les bons appels. La dernière fois, De Zerbi le comparait à Higuain. Et il est là et il correspond exactement à ce que met en place De Zerbi. Très versatile, il peut jouer sur tout le front de l'attaque, et il sait tout faire, il sait créer, il sait terminer. Il a déjà fait en quelques matchs plus que Eli Wahi qu'il remplaçait dans l'effectif. Il est surtout très performant. C'est 2 buts et 3 passes D avec l'OM en 4 matchs, donc au mois de février. Il est décisif toutes les 56 minutes. Donc en fait, c'est un but toutes les heures, quoi. Donc vu qu'il n'a pas marqué contre Auxerre, on peut peut-être espérer s'attendre, pourquoi pas, à un but contre Nantes. Pourquoi pas, je l'ai dans mon équipe MPG, je ne cache pas que ça m'arrangerait, messieurs. En effet, la réponse évidemment dimanche soir, que t'indique ton flair de suiveur, la victoire, le retour de la victoire, Alexandre, j'imagine. Oui, pour moi, comme tu disais tout à l'heure, l'OM ne perd pas après avoir perdu. Pour moi dimanche ça gagne. Et puis en plus, comme je disais, d'un match lambda, on en a fait une espèce de fête en disant là c'est l'union sacrée, il faut tout le monde derrière l'OM. Après oui, ce truc du l'OM seul contre tous, de temps en temps ça marche. Ça marchait à un moment donné, dans les années passées, ça a fonctionné parfois. Bon là c'est mais il n'y a pas besoin de ça. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que l'OM est largement au-dessus il y a le PSG. Il y a les autres clubs, oui, il y a Nice, il y a d'autres clubs évidemment, mais l'OM fait quand même partie des 4-5 meilleures équipes du championnat. Il y a largement la place de se qualifier en Ligue des Champions. Il n'y a pas besoin de se créer des polémiques et de tomber dans la paranoïa. C'est ça qui me gêne un petit peu en fait. C'est sur cette saison quoi. Je trouve que sportivement, l'équipe est là. De Zerbi a mis en place un jeu qui commence à plaire. Il y a des défauts, mais on sent vraiment. Bon, on l'a vu contre Saint-Etienne, même si Saint-Etienne était faible, on sent vraiment le fameux De Zerbi ball. On le voit, les supporters l'apprécient, il n'y a pas besoin de tomber dans l'excès sur l'arbitrage. Les matchs, l'OM doit les gagner, et puis pour une finale, quoi. Bon, juste un dernier truc, juste pour encore une fois avoir une pensée positive, mais et Alex, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que l'année dernière au même temps, c'était Gattuso qui était viré, en tout cas qui partait du club. On se retrouve avec Jean-Louis Gasset, et puis forcément un jeu pas très chatoyant. Donc voilà, exactement. Là aujourd'hui, l'OM est deuxième du championnat avec un jeu attrayant. Donc aussi remettre les choses en place, quoi. Faut dire que cette saison actuelle est loin d'être mauvaise. Toujours se retourner derrière son épaule. C'est une bonne saison. Exactement. C'est une bonne saison. Il faudrait pas la gâcher. Exactement. Et puis le rôle de Calimero, ça convient pas à un club de la dimension de l'OM. Petite info en ce vendredi, donc 28 février, les fans de l'OM qui ont affiché autour de la commanderie leur soutien à leurs dirigeants, tous sanctionnés, on le rappelle, par la commission de discipline. Oui. Benatia 3 mois, il me semble, et puis Pablo Longoria 15 matchs. 15 matchs, on le rappelle, fin de
la suspension le 21 septembre prochain. Ce sera après la 4e journée de Ligue 1 de la saison prochaine. Soutien à Pablo, Mehdi et Fabrizio ont affiché les supporters phocéens via une banderole donc installée à l'extérieur de la commanderie. Le vrai courage, ajoute-t-il, c'est de persévérer malgré les obstacles. Tout un programme. Le clin d'œil de l'histoire, ce serait que la 5e journée du prochain championnat soit au CER Marseille ou Marseille. À la Baie des Champs, évidemment. Merci beaucoup, Alexandre Jacquin, d'être venu partager ton expertise et ton suivi, ton quotidien de suiveur de l'Olympique de Marseille. On travaille sur un papier pour les copains de la Provence avant cette rencontre. Oui, bah là c'est un peu le retour au jeu, comme là, hein, c'est l'apaisement, le retour au jeu, et on passe à autre chose maintenant. Voilà. On passe à autre chose. Ce sera. Parce qu'on a parlé de Longoria toute la semaine, donc là il faut passer à autre chose. Voilà. Et 20h45, Olympique de Marseille, FC Nantes, l'affiche de clôture de la 24e journée de Ligue 1, le retour du foot enfin dans l'actualité marseillaise. Merci beaucoup Alexandre Jacquin, merci beaucoup Rémi Dumont. Merci Simon, merci à tous. Merci aux auditrices, aux auditeurs, bonne semaine et bon foot. Ciao. RMC After Marseille.